Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'avoue que je suis tout à fait excité à l'idée de commencer cette aventure avec vous, et puis je vais m'expliquer un peu sur l'intitulé Penser hors les murs. Donc penser hors les murs, en fait c'est assez simple dans l'idée. Penser hors les murs, ça veut dire penser hors les murs de la classe, quelle que soit la classe. La pensée se développe de manière majoritairement, de manière habituelle, on va dire, hein, d'une certaine façon. Là où on pense le plus, c'est dans la classe. C'est dans les classes. C'est dans les classes d'université, dans les classes de prépa, surtout dans les classes de prépa, dans les classes de collège, dans les classes de lycée, dans les classes de cégep. Il y a des lieux qui sont devenus, par une histoire qu'on pourrait raconter, par une histoire qu'on pourrait d'ailleurs, par un début qu'on pourrait dater, qui sont devenus des lieux de la pensée, les lieux naturels de la pensée. La pensée a quelques lieux naturels, et ces lieux naturels sont en fait problématiques. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de bonnes choses dans ces lieux-là, attention, hein, mais ça veut dire qu'on ne peut pas, pour des gens qui ne sont pas inscrits dans des programmes universitaires, qui ne sont pas inscrits dans des programmes de cégep, qui ne sont pas inscrits, qui ne sont pas des élèves, des étudiants de terminale, etc., n'accèdent pas à ça. Là. Or, le problème, c'est qu'il faut qu'à un moment donné, les deux bouts, il y a quelque chose qui se passe, je veux dire. Si la pensée trouve son lieu seulement dans ce que j'appellerais d'une manière très large et très vague pour le moment, si la pensée trouve son lieu seulement dans l'académie et l'académisme, c'est qu'il y a un problème. Donc, il faut essayer d'arriver à extrapoler, à délocaliser, il y en a qui diraient déterritorialiser, des vilains, comme Gilles Deleuze, mais bon, je ne vais pas tout de suite rentrer dans ces détails-là, parce que là, déjà que probablement je vais me faire insulter assez rapidement, si je commence à parler de Deleuze, ça va aller encore plus vite. Mais enfin bref, trêve de plaisanterie, l'idée c'est de dire, par exemple, on peut avoir un travail complètement différent du travail d'un enseignant, par exemple, et quand même faire de la philosophie, faire pratiquer la pensée critique, etc. On peut être plombier, on peut être serrurier, on peut être n'importe quoi, et avoir envie de philosopher. Donc c'est ça un peu le but de la manœuvre, c'est de se dire, on peut aussi faire ça hors cadre. Faire ça hors cadre, ça ne veut pas dire nécessairement faire de ce que j'appellerais de l'académie bashing systématique. Ça c'est complètement débile. La pensée réactive, qui n'est que réactive, comme un grand philosophe l'a brillamment explicité, la pensée qui n'est que réactive ne sert à rien. Elle essaye, c'est une pensée séparatrice. Bon, on n'est pas là-dedans, nous. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut des textes, on veut des exposés, on veut des choses, on veut penser le réel, on veut penser nos activités, on veut penser notre travail, on veut penser notre vie. On veut ça, c'est ça qui nous motive. C'est qu'on est dans cette dimension-là, on est dans une dimension de la pensée qui doit être incarnée, qui doit être, on va même dire, en utilisant un gros mot, existentiel. Mais donc, en fait, le but, il est tout simplement de se dire, on va penser ensemble, on va essayer de réfléchir à ce qu'il y a autour de nous, on va essayer, en fait, de se retrouver, justement, peut-être un peu entre personnes qui n'ont pas nécessairement des activités professionnelles connectées à la philo, à la littérature, etc., mais qui veulent quand même arriver à avoir une vie intellectuelle intéressante, mais qui ne s'arrêtent pas à la philosophie, hein, parce que la philosophie, c'est une petite partie de la vie de l'esprit, il ne faut pas l'oublier, hein. Il y a la musique, il y a l'art en général, enfin, il y a le cinéma, il y a plein de choses, là, hein. C'est ça, là, ça ne veut pas dire qu'on va, ouais, comme je disais, on n'a pas envie d'être en réaction, on a envie d'être en action, en activité, et d'arriver à surmonter ce que j'appellerais parfois un paradoxe, dire le paradoxe d'avoir une activité professionnelle qui n'a rien à voir avec ce qu'on a fait comme étude, comme c'est le cas, moi par exemple, j'ai un travail qui n'a rien à voir avec mes études. Moi je suis docteur en philo, et donc moi j'ai une profession qui n'est pas du tout reliée à la philosophie, mais qui ne me pose pas de problème, une profession que j'aime, dans laquelle j'apprends énormément de choses, mais qui fait que, par définition, j'ai deux parties dans ma vie. Il y a une partie où je travaille et une partie où je fais ce que j'ai à faire ailleurs, dans la philo, et puis etc. Donc je veux dire, c'est ça, il faut arriver aussi à se dire que c'est pas une malédiction de ne pas travailler dans la philosophie quand on a fait beaucoup de philosophie, quand on a fait beaucoup d'études, etc. C'est pas une fatalité, c'est pas comme si on était maudit et puis que... Non, non. C'est pas comme ça que ça se passe. Non.
La réalité est plus complexe. Il faut arriver à faire rentrer ce qu'on aime dans toutes les parties de notre existence. Ça, c'est un peu plus compliqué, par exemple. Donc voilà, en fait, grosso modo, cette chaîne, elle va être dédiée à un espace intellectuel qui ne sera pas un espace organisé comme un cours. Ça ne sera pas organisé comme un cours du tout. Ça ne va pas être organisé non plus sur le mode d'un programme. Il ne va pas non plus y avoir comme une espèce de linéarité, parce que je veux dire, moi je ne sais pas exactement de quoi j'ai envie de parler. J'ai envie de parler un peu de tout. J'ai envie de faire partager, par exemple, les auteurs que j'aime. J'ai envie de faire partager mes réflexions personnelles que je mène depuis quelques années. Essayer de penser la réalité, de se questionner sur le monde contemporain, mais en étant un peu plus pertinent, justement, là, pour le coup, en essayant de développer en tout cas un autre point de vue que celui qu'on nous sert habituellement. Alors je parle même pas des médias, parce que là, c'est même pas un point de vue, c'est juste de la merde, on va dire, soyons clairs. Mais en essayant de sortir d'une unilatéralité. Voilà, c'est ça, très important. Donc c'est sûr et certain qu'il y aura quelques portées politiques à mes propos aussi. Donc quand je parle de portée politique, attention, ça ne veut pas dire du tout que je vais commencer à m'enligner sur des partis ou à faire l'apologie des uns contre les autres. Quand je parle de portée politique, je parle de portée sur la manière dont on peut penser notre vie en commun et sur la manière dont il faudrait, et là d'une manière plus qu'urgente, malheureusement, parce que ça commence à devenir un sacré problème, dont il faudrait repenser nos modèles politiques, nos démocraties, etc. etc. Donc ces choses-là qu'il faudra bien aborder à un moment donné et se dire, mais bon, voilà, on est il y a quand même un certain nombre de problèmes, on a quand même affaire à des dirigeants politiques qui sont problématiques aujourd'hui. Enfin bon, ça a toujours été le cas, remarquez, on n'a rien inventé à ce niveau-là, hein, mais bon, on est dans une drôle de période. Donc tout ça, ça va s'articuler très simplement. Il va y avoir des lectures de textes, de lecture de n'importe qui, n'importe quoi, là, enfin pour peu que ce soit quand même pertinent, intéressant. Voilà, il y aura des commentaires de texte. Donc sur le commentaire de texte, je vais être très clair. Moi, les commentaires que je vais proposer seront des commentaires très personnels. Ça ne veut pas dire que je vais non plus faire des commentaires hérétiques. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on est hors les murs. Donc on n'est pas dans le cadre d'un programme de collège ou je sais pas quoi. Donc il ne faut pas non plus que des élèves pensent trouver dans ce que je vais dire, dans ce que je vais proposer, des réponses à des examens, des idées nécessairement pertinentes pour leur cours, etc. etc. Là, faut pas non plus, on n'est pas là-dedans du tout. Donc je veux dire, il y a plein de gens qui font ça sur Facebook, sur YouTube, qui sont vraiment extraordinaires, qui font des bonnes leçons de philo, des bonnes introductions, tout ce qu'on veut, etc. Donc il faudra se référer à eux, mais pas à moi, parce que moi, par définition, c'est pas du tout ça que je vais proposer. Si jamais il y avait ce genre de choses qui se passaient, ce serait un pur hasard. C'est tout. Donc après, il est bien entendu que ça va être des textes, des commentaires, il va y avoir une structuration qui va s'opérer sur le devenir, c'est-à-dire que c'est le devenir de la chose qui va lui donner sa forme. Moi honnêtement, là, j'ai aucune idée de la forme que ça va avoir, j'ai aucune idée de ce qui va se passer. La seule chose que je sais à peu près, c'est que je vais commencer par tenter de clarifier le rôle de la philosophie dans le monde contemporain et plus particulièrement dans la société. C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle doit faire, qu'est-ce qu'elle doit être, quel doit être son rôle, quel doit être le rôle de la pensée en tant que pensée critique, en tant que démystification. Dans notre monde contemporain, ça peut nous amener quoi, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, enfin, etc. Donc je sais que moi je vais commencer par cette problématique-là. Après, je ne sais pas du tout où ça va m'envoyer. Je veux dire, c'est sûr et certain que il n'y a pas de programme. D'ailleurs, tout ce que je dis là, je l'improvise. Hein, donc c'est pour ça que des fois, il y a des hésitations, qu'il y a des espèces de blancs ou je sais pas quoi. Mais je veux dire, donc c'est ça. Là, on est dans cette dimension-là. On n'est pas dans la dimension d'un cours. On n'est pas dans la dimension de quelque chose de carré. Hein. Donc, pas de risque à ce niveau-là. Après,
ben, moi j'ai des auteurs bien entendu, entre guillemets, j'allais dire fétiche, mais c'est pas bon, c'est pas le bon mot ça. Disons que pour être plus précis, moi je suis issu d'une tradition qu'on appelle la tradition continentale, de la philosophie continentale. Ça je vais pas l'expliquer tout de suite ce que ça veut dire, ça viendra après. Donc je sais d'où je viens philosophiquement, et puis je sais à peu près quelle valeur porte cette philosophie, ces philosophies, etc., etc. Après, comme je vous disais, donc il y a un pendant politique qui va émerger, pas nécessairement très vite, mais qui va émerger, puis après il y a une autre voie qui va être explorée. Alors celle-là, il va bien falloir la prendre avec des pincettes, c'est pareil, là je vais la proposer, mais je ne vais pas l'expliquer tout de suite, c'est la voie que j'appellerais l'anti-humanisme. Donc qui n'est pas du tout lié à un, comment dire, à une, je sais pas comment dire, parce que quand on parle d'anti-humanisme, on pense tout de suite à des choses très très graves et très 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 basses qui ont été opérées dans l'histoire de l'humanité. En fait, c'est pas ça du tout. L'anti-humanisme, c'est une manière de reconsidérer un peu l'existence de l'homme en déconnectant l'homme de la conscience et de sa conscience. Pas au sens moral nécessairement, mais on a proposé toute une philosophie finalement à partir de la Renaissance et puis après qui trouve son expansion dans Descartes et sa promotion intensifiée, comme dirait Bernard Bourgeois, dans l'idéalisme allemand, est une philosophie de la conscience. Mais la conscience n'est qu'une partie de la chose. Autour de cette conscience-là, il y a plein de choses qui travaillent, qui rôdent, il y a plein de choses qui sont là, donc ça, il faudra y réfléchir sérieusement. Et l'humanisme s'est constitué finalement, en fait, en parallèle avec une philosophie de la conscience. Vraiment. C'est comme une espèce de... C'est des relatifs corrélatifs, comme dirait un peu Aristote, donc il y a aussi cette chose-là que j'aimerais explorer et montrer que finalement, peut-être que cette espèce de conscience, qui est devenue après une conscience morale, pesante, à structurer une partie de notre humanité, notamment européenne, et peut-être pas nécessairement, c'est peut-être un peu ça aussi qui nous travaille aujourd'hui. On a peut-être besoin de sortir de ces choses-là, de ces paradigmes-là, mais d'un autre côté, là j'en parle d'une manière très vague, donc il faudra approfondir la nébuleuse, bien entendu, donc il y aura aussi cette dimension-là qui va être abordée, mais comme je vous le dis, c'est assez progressif, et puis ça vient pas d'un coup, mais moi par contre je m'interdis rien. C'est-à-dire que si à un moment donné, moi j'ai envie de commenter des textes de Céline, ou de Ernst Junger, je ne vais pas me gêner, parce qu'il y en a quelques-uns, avec raison, parce qu'on ne va pas non plus se mettre de la merde dans les yeux, on ne va pas non plus dire que Céline n'était pas antisémite, hein, il a écrit des pamphlets antisémites, et puis il n'a jamais démordu de ça, mais je veux dire, il faut aussi arriver à saisir ce qui, dans certains auteurs, peut nous apprendre quelque chose sur l'humain. Le Céline de Voyage au bout de la nuit, de certains passages de Voyage au bout de la nuit ou de Mort à crédit, ou même de Guignol's Band, de plein de choses, est capable de mettre la lumière sur des aspects de l'humain qui sont intéressants à saisir, justement dans cette perspective anti-humaniste. Donc là, vous me direz, mais oui, mais là, vous avez dit que l'anti-humanisme, c'était pas les méchants, mais là, vous parlez de Céline, c'est un méchant. Non, mais vous verrez, ça va s'éclaircir, on va clarifier les choses. Mais donc voilà, grosso modo, l'idée, elle est là. Elle est de proposer un espace hors l'académie. Mais moi, l'académie, je l'aime, hein, parce que moi, par exemple, je suis un grand lecteur et un grand fan de Platon. Et c'est sûr que dans notre parcours, il va y avoir des textes de Platon. C'est sûr et certain que même il y aura peut-être des textes bateaux de Platon. Parce que ça fait juste du bien de lire, et puis parce que c'est un auteur immense, c'est un auteur qui nous lance dans une voie qui a été celle de toute une partie de la philosophie occidentale. Donc je veux dire, c'est ça, c'est qu'il y aura plein de choses, il y aura plein de lectures, il y aura des commentaires, j'espère aussi, là, et puis j'attends bien entendu des retours, parce que le but de la manœuvre, c'est pas de faire ça dans mon coin, comme je dis, le but de la manœuvre, c'est d'aller chercher les gens qui eux-mêmes, dans leur coin, disent, ouais, mais moi j'aimerais bien... Est-ce qu'il y a d'autres gens qui font de la philo, mais qui ont un travail à côté, qui savent pas trop... qui essayer de donner un peu d'espoir aussi à ces gens-là, de leur dire, mais oui, en effet, il y a... on peut très bien vivre autre chose que de la philosophie dans sa vie professionnelle et la pratiquer de manière tout à fait pertinente, tout à fait, j'ai presque envie de dire, puissante pour soi et pour les autres. C'est très clair.
Donc c'est ça. Grosso modo, là, ça a été quand même assez vague. J'ai pas vraiment d'idée sur la manière dont les choses vont se dérouler. J'ai aucune idée de quand est-ce que je vais faire d'autres vidéos. La seule chose que je sais qui s'est décidée il y a à peu près 1 minute, c'est que, comme je vous disais, je vais probablement partir sur la définition de la philosophie et ce que ça devrait être. On va plutôt partir là-dessus. Mais je ne vais pas commencer par Platon et puis justement par tout ça. Là, je vais commencer en fait de manière beaucoup plus centrée sur l'aspect démystificateur que doit avoir toute pensée. Donc je commencerai en fait par un texte de Deleuze issu de Nietzsche et la philosophie. Ça fait 2 fois que je parle de Deleuze, ça m'inquiète moi-même. Mais bref, mais je veux dire, donc en fait c'est parce que juste c'est un texte qui est vraiment un bon texte pour commencer à essayer de voir qu'est-ce que justement la pensée critique doit amener sur la table intellectuelle. Qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit... Après, on verra où on se dirigera, là, je sais pas trop. Mais en tout cas, c'est sûr que je vais attendre vos suggestions, vos idées, puis voilà, c'est ça. Là. Donc moi, je m'appelle Olivier, j'ai 40 ans. Je suis marié, j'ai un petit chien, je suis docteur en philo, j'aime la bière, santé. J'ai toujours pratiqué la philosophie. Depuis plus de 20 ans, depuis 1994, j'ai eu des maîtres excellents qui m'ont tous passionné, mais bon, je suis sorti de ce contexte-là après mon doctorat, puis c'est ça. Donc le but, c'est quand même de montrer aussi qu'on peut avoir une vie, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi, voilà, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, c'est dramatique des fois même, de dire, mais moi, j'ai fait un master de philo, j'ai fait un doctorat, comme moi par exemple, et de dire, mais qu'est-ce que c'est la vie après la philo, qu'est-ce que c'est la vie, mais il n'y a pas d'après la philo. Quand tu fais de la philo, il n'y a pas d'après de la philo. La philo, c'est ta vie intégrale. C'est de A à Z. T'arrêtes la philo au moment où tu meurs. C'est ça, c'est tout. Là. Donc je veux dire, ceux qui ont été mordus, là, c'est un peu comme un artiste, un peintre, n'importe qui a une passion. Il est bien évident qu'il ne va pas d'un coup s'arrêter parce qu'il ne va pas pouvoir en vivre. C'est certain que je vivrai probablement jamais de la philo. Mais ça m'empêche pas du tout d'en faire énormément. Donc c'est ça, là, c'est aussi pour dire aux gens, vous découragez pas, c'est pas parce que vous avez fait un master, vous avez fait ci et là, que d'un coup, voilà, votre vie s'effondre. C'est sûr qu'il faut apprendre à gérer certains paradoxes, certaines choses. Il faut apprendre à... faut apprendre à marcher en boitant. Mais je veux dire, on a toujours ça en nous, et puis c'est tout. Là. Il faut savoir se questionner, il faut savoir que d'autres gens s'investissent là-dedans, et puis que ça se fait très bien, très très bien, hors l'académie, mais que l'académie produit aussi des choses excellentes, qu'il faut lire, qu'il faut, enfin je veux dire, quand on commence à aborder les auteurs de manière précise, il faut bien entendu lire les auteurs en priorité, par exemple, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des commentaires très intéressants, des choses très très bonnes qu'il faut lire, hein, et qu'il faut lire parce que c'est nécessaire. Donc on n'est pas là pour casser toute cette espèce de choses, recherche universitaire, académie, etc., programme de cégep, etc. C'est pas ça du tout. C'est de se trouver un lieu dans lequel on va pouvoir exister en tant que personnes qui aimons la philosophie, la pratiquons, mais qui n'ont pas eu le loisir de pouvoir la pratiquer professionnellement. Après, ça ne veut pas dire qu'on va toujours être d'accord avec les universitaires, avec les profs de collège, les profs de lycée, etc. etc. Après, c'est sûr qu'il va y avoir des discussions qui vont être établies. C'est évident. On ne va pas non plus se priver de débattre, hein, parce qu'il ne faut pas non plus exagérer dans l'autre sens et se dire « Ah ben oui, tout est normal, oui, la pensée, c'est ce qui se passe dans les murs, et puis nous, à côté, on est des branleurs, des blaireaux, on fait n'importe quoi. » Non, non, c'est pas ça qui va se passer non plus. Parce que des penseurs, enfin moi là, attention, hein, on va se calmer, des penseurs hors les murs, du calibre auquel bien entendu je n'arriverai jamais, du calibre de Pascal, Kierkegaard ou Nietzsche, eux c'était des penseurs hors les murs par exemple. Hein. Mais voilà, donc je veux dire, il ne faut pas non plus dire que tout se passe dans ce petit coin-là, dans notre petite classe de prépa, et que tout va bien, que c'est là que... Non, non. Il faut qu'il y ait une friction entre
le monde, la pensée, l'intériorité, tout ça, il faut que ce soit quelque chose qui se mélange. Et ça doit se mélanger, quelle que soit la profession sur laquelle on est, etc. À partir du moment où on a choisi de faire de la philosophie, à partir du moment où on a choisi d'être dans une dimension, de développer une dimension intellectuelle dans son existence, etc., etc. Donc voilà, donc c'est ça, c'était ma présentation qui était un peu longue, un peu difficile aussi parce que je ne suis pas vraiment habitué à ce genre de choses, mais disons que voilà, c'est là où on va se retrouver, et puis donc je vous dis donc avec la réflexion m'est venue l'idée que ça allait probablement être Deleuze, Nietzsche et la philosophie, par quoi on va débuter, et puis c'est ça, là. Puis après on verra bien où le vent va nous porter, mais comme dirait la chanson, le vent nous portera, en tout cas c'est sûr et certain. Voilà, sur ce, j'espère que j'ai pas été trop chiant, et puis je vous dis à bientôt.